Le droit international public est un enseignement assez technique du point de vue de son objet, du point de vue de sa source fondamentale qui relève du traité, mais aussi certainement de l'ensemble des méandres des relativités pouvant y survenir, que ce soit relatif à son élaboration, à son implication qui passe par la validité des traités, sans toutefois omettre de prendre en compte les réserves, le caractère complexifié de la réserve, que ce soit à l'égard des parties, que ce soit à l'égard des tiers, sans toutefois omettre aussi la place du traité en droit international relativement non seulement à l'application, mais certainement à l'encadrement des rapports qui sont relatifs au droit international public entre les États, mais aussi entre d'autres sujets de droit qui ne sont pas fondamentalement étatiques. Vous le savez mieux que moi. Ce qu'on appelle généralement les ONG ou les organisations non gouvernementales. Bien. Qu'à cela ne tienne, nous aurons, en plus, n'est-ce pas, des sujets de droit international qui sont des sujets assez complexes, nous aurons à prendre en compte le caractère assez, comment je vais dire cela, relatif et fluctuant du droit international parce que l'on le voit très bien avec un ensemble d'événements, n'est-ce pas, qui meublent, qui manifestent le caractère de relativité, certainement le caractère d'instabilité à bien des égards de l'ensemble des principes généraux de droit qui sont des sources, n'est-ce pas, du droit international. Nous voyons donc là un caractère relatif lié, n'est-ce pas, à l'ensemble des acteurs, notamment les acteurs étatiques, sur le prisme de leur souveraineté qui brandissent parce que la souveraineté, il faut le comprendre, est le caractère qui fait obstruction dans les rapports internationaux, bien que la souveraineté soit le caractère qui apporte ou alors qui encadre l'action des acteurs, mais soit aussi le caractère qui traîne, ou alors qui crée une limitation ou alors une dérogation, ou je voulais dire une limitation de l'activité en droit international. Très bien. Eu égard de cela, le droit international sera donc assez complexe aujourd'hui parce que je l'ai dit tantôt, son caractère relatif va prendre le pas sur le caractère arrêté qui est relatif au texte, qui est relatif aux règles, parce que l'on le voit nécessairement avec Donald Trump, par exemple. Par là, nous avons Benjamin Netanyahou en Israël, nous avons au Sénégal. C'est un ensemble de fluctuations liées aux lois des États qui sont sur le prisme de la souveraineté, qui portent donc nécessairement un ensemble de nuances, un ensemble de relativités sur l'application, n'est-ce pas, du droit international public aujourd'hui. Bien. En dehors de cela, nous allons prendre en compte une thématique principale qui me tient à cœur pour votre enseignement, c'est celui de la réserve, le caractère de la réserve du traité. La réserve est une chose assez sensible parce que l'on permet à un État d'émettre des réserves relativement à la signature d'un traité, puisque la validité du traité admet en elle-même qu'un État puisse émettre des réserves lorsqu'il le rédige, que ce soit dans sa rédaction, que ce soit même dans son application, relativement aux réalités ou à la conjoncture étatique, qui peut être sociale, qui peut être sociétale, qui peut être politique, ou encore qui peut même être économiste. C'est sur le prisme de cela donc que les réserves peuvent être émises et de ce point de vue peuvent entraîner la fragilité parce que votre enseignant vous l'a dit, j'en suis sûr, que dans les caractères du droit international, il y a le caractère de fragilité. J'ai débuté les travaux dirigés. Les travaux dirigés consistent en 3 choses. Il faut réexpliquer premièrement le cours. Ce n'est pas le cours, c'est le travaux dirigés. Donc maintenant, c'est qu'elle est de faire ce que vous me posez des questions, et j'apporte des réponses à cela, et maintenant, vos incompréhensions, j'essaye tant bien que mal de vous les éclaircir, parce que nous n'avons que 2 heures. Nous n'avons que 2 heures. Oui, nous aurons un sujet sur lequel nous allons discuter. Mais certainement, tout le monde n'a pas compris l'ensemble du cours et j'essaie de mettre en relief l'ensemble du cours parce que le cours en lui-même n'est pas un cours de mathématiques où une formule implique l'autre. Il faut bien mettre en relief un ensemble d'éléments permettant de comprendre la première partie et la seconde partie. C'est ce que je suis en train de faire. Non, je suis trop relax. C'est juste que je suis un peu belle de nature. Donc, si je commence à parler lentement, je vais commencer à bégayer.
ce sont les travers, n'est-ce pas, de la langue. Bien. Oui, monsieur. Bonjour. Pareil pour moi. Bien. Je répondrai comme j'ai répondu aussi tout à l'heure, c'est la raison d'être de ma présence. Je sais certainement qu'il y a des vagues qui sont arrivées de manière subséquente et qui n'ont forcément pas eu les mêmes périodes de cours. Alors, ce que je fais, c'est quoi? C'est que je vais présenter l'ensemble du cours, c'est-à-dire les deux parties qui vous ont été remises. Je les expliquerai en fonction du temps qui m'a été imparti. Et j'aurai des thématiques centrales sur lesquelles je vais insister parce que je sais, ma foi, qu'il y a des thématiques qui sont essentiellement liées au caractère du droit international, notamment les caractères de ses sources portées sur le traité, les caractères liés aux réserves, à ce sujet et certainement à son applicabilité. Donc, ce que je fais ce matin, c'est quoi? C'est que je reviendrai, n'est-ce pas, sur la généralité de manière résumée pour englober les deux premières parties ou alors les deux parties du cours. Nécessairement, nous aurons des échanges. Le retard accumulé ici n'est pas, comment dirais-je, n'est pas imparti à vous, n'est pas imparti à moi. Donc, ce qu'il y a lieu de faire, c'est que lorsque certains de vos camarades poseront des questions, ça vous permettrait, dans mes réponses, d'avoir un ensemble d'éléments relatifs au cours que vous avez. Vous avez déjà le cours, j'espère. Bien. Donc, ayant le cours, c'est la deuxième vague, vous serez en train de faire le cours et en train de faire le travail dirigé au même moment. Parce que je pense qu'il n'y a que comme ça que l'on peut résoudre ce souci. Parce que je pense que nous avons 3 jours de cours de 2 heures. Donc, il n'est pas assez dense pour moi de commencer à m'appesantir sur le cours. Sinon, je vais mettre ce qui va me faire aider aussi en relief. Donc, il est question de pallier aux deux exigences au même moment. Très bien. Oui. Docteur, je suis un peu inquiet de la manière que vous abordez cette idée. Parce que j'ai comme l'impression que ça sera un idée marginal. À mon avis, je sais que TDVJ travaux dirigés. Puisque nous sommes en littérature, parce que particulièrement moi j'ai fait ça. Quand il s'agit de TD, je viens traiter les exercices avec les étudiants ou les élèves. Bien. En littérature, à mon avis, je suppose que TD veut dire on prend un sujet sur le droit international et nous le traitons. Et ce n'est pas un cours marginal. Si vous faites ce TD de manière marginale, je vous assure que peut-être que personne parmi nous ne va vraiment comprendre ce que nous allons faire. Parce qu'en réalité, nous sommes tous des littéraires, mais enfin, je souhaite que ça soit plutôt un sujet que nous traitons et essayons de bâtir un sujet pour qui on peut dire. La question a été déjà posée. Vous allez constater qu'il y a certains qui n'ont pas suivi le cours de droit. Donc, le monsieur est là, il ne peut pas en même temps entamer les crédits avec nous, mais il va falloir tout faire un petit résumé, un rapport pour ceux qui n'ont pas participé au cours puissent avoir une idée avant qu'on ne puisse commencer les choses. C'est un sujet par on ne peut pas venir commencer par le sujet. Ça n'a pas de sens. Bien, s'il vous plaît. S'il vous plaît, vos doléances sont prises en compte et le temps qui nous est imparti, mon petit frère et moi qui sera là d'un moment à l'autre, parce que nous serons 2 pour l'enseignement du droit international, parce que vendredi par là, je risque de ne pas être présent, mais nous serons 2 pour cet enseignement, donc il sera là d'un moment à l'autre aussi. Soyez sans crainte. Soyez sans crainte parce que les personnes qui sont devant vous ont de la matière en droit international.
forcément, vous vous rendrez compte que le problème que vous avez, c'est vous voulez un plan, quand on finit de le corriger, vous allez le réciter. Mon problème, c'est que vous compreniez ce que vous allez faire. Parce que tout le monde n'a pas la capacité de comprendre le plan sans avoir lu le cours. Tout le monde n'a pas la capacité de lire le cours et de faire un plan. Donc, on va faire 2 en 1. On récapitule le cours, puis on va traiter des sujets. Puisqu'il y a des gens qui n'ont pas fait cours du tout. Et même il y a des gens qui ont fait cours qui n'ont rien compris du tout. Donc, il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs. Est-ce que là, ça va pour tout le monde? Très bien. Vous aurez des sujets parce que celui qui vient avec moi, celui qui est à mes côtés, il viendra vous faire comprendre les sujets. Et là, je pense que vous peinez que les sujets là sont trop techniques parce que celui qui vient, je connais bien qui il est. Donc, la mathématique, bien, mais ici, ce n'est pas un cours de mathématiques, c'est un cours de droit. Les travaux dirigés ne veulent pas dire les travaux pratiques. Je réponds, sur les travaux pratiques, vous devez dire qu'on vient, on met les exercices, on corrige et on rentre. Travaux dirigés, vous devez dire qu'on accompagne l'étudiant afin de comprendre par 2 choses. 1, l'explication théorique, 2, l'application pratique. C'est ça le travail dirigé. Très bien. Alors, j'étais disant que le droit international a ceci de particulier que pour le comprendre, il y a un ensemble d'éléments qui sont essentiels à sa compréhension. Ces éléments sont liés premièrement, j'ai dit, à ses caractères. Le caractère le plus vu ici, c'est le caractère de la fragilité. Pourquoi je parlais de fragilité? Je parlais de fragilité dans le cadre où le droit international, bien qu'il y ait des principes généraux de droit qui encadrent son activité, qui encadrent son action, qui encadrent son exercice, il n'en demeure pas moins que les pratiques qui sont prises en compte dans le droit international peuvent être remises en cause par un ensemble de théories, par un ensemble de phénomènes. Vous avez constaté qu'en droit international, on parle du fait internationalement illicite. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des phénomènes qui peuvent entraver le rapport, les rapports qui existent sur la scène internationale. Aujourd'hui, on le voit, le Sénégal qui donne des embargos à la France, Donald Trump qui fait des embargos au Venezuela, et ainsi de suite. Ça veut dire que le caractère, sans oublier Vladimir Poutine, qui lui, particulièrement, s'en fout de l'OTAN, s'en fout de l'Europe, il vous jette là où il veut, il fait comme il entend, et il remet pratiquement en cause l'ensemble des principes du droit international. Le caractère de sa fragilité qui sera essentiel si vous pouvez de comprendre d'où est-ce que l'on sort et où est-ce que l'on va. Bien. À côté de cela, nous avons des sujets de droit international, je l'ai dit, qui sont foncièrement, nous allons foncièrement impartis à l'État. Ou alors je vais dire aux États. J'étais disant que les États sont les acteurs qui permettent, la mise sur pied de la scène internationale ou du droit international. Pourquoi? Parce qu'ils vont créer, à travers l'ensemble des principes généraux de droit et un ensemble de textes, notamment de règles, la pratique qui voudrait que les textes, n'est-ce pas, de droit puissent être respectés à la lettre. Sous le prisme de la souveraineté, on vous l'a certainement dit qu'un État ne peut exister que lorsqu'il y a souveraineté. Et nous avons 2 types de souveraineté, une souveraineté qui est interne et une souveraineté qui est externe. Son caractère de souveraineté externe lui permet donc d'entretenir avec d'autres États, n'est-ce pas, des rapports internationaux ou étatiques. Alors, la souveraineté, bien qu'étant le caractère principal permettant de mettre en exergue le droit international, il a aussi le caractère qui peut freiner le droit international. Pourquoi? Parce que lorsqu'un État se sent mal, lorsqu'un État ne se sent pas en adéquation avec un traité, avec un accord, avec une convention, il a la capacité de pouvoir émettre des réserves. Et la réserve est fonction de la souveraineté qui elle-même va dépendre de quoi? De la formation de l'État. Je prends un cas de fiduciaire. Lorsque, par exemple, vous voulez prendre le cas des droits internationaux ou alors des libertés fondamentales de disposer du corps, et vous nous dites principalement que le fait d'aimer un animal, le fait d'aimer un arbre, parce que ils sont dans des choses très compliquées au niveau international, où on vous dit qu'il y a désormais le droit pour une personne de pouvoir aimer les plantes. Et c'est son droit fondamental. Parce qu'il peut disposer de son corps comme il entend. Mais est-ce que ce caractère va s'appliquer partout dans tous les États de la même manière? Je ne pense pas. Ça voudrait dire que le caractère de réserve est intrinsèquement rattaché au caractère de la souveraineté, qui elle-même est non seulement un caractère permissif, mais un caractère aussi prohibitif de l'activité internationale. Nous sommes bien d'accord. Et j'ai dit tantôt que la réserve ici aura un impact sur 2 choses. Un impact sur les parties et un impact sur les tiers. Les parties sont les qui? Les parties sont les États qui sont nécessairement partis au contrat, à la convention, au traité. Nous sommes bien d'accord. À côté de cela, ce fait d'avoir des parties, c'est-à-dire les parties peuvent décider
de s'accorder, d'appliquer, n'est-ce pas, une convention, un traité dans sa globalité. Toutefois, ils peuvent aussi émettre des réserves. Et ces réserves-là donc impliquent, n'est-ce pas, que les États ne soient pas dans l'obligation de pouvoir agir en faisant ce qui a été réglé. Ça voudrait dire quoi? Ça ne voudrait pas dire que l'ensemble du contrat ou du traité ou de la convention sera remis en cause. Non. Ça voudrait dire que l'application que l'État va en faire est fonction soit d'un article, soit d'une partie du traité qui ne leur convient pas. Nous sommes bien d'accord. La preuve en est que les autorités habilitées à ratifier un traité ne sont pas pareilles dans tous les États. Dans certains temps, on va vous dire que ce sont les chefs des missions diplomatiques. Dans d'autres temps, on va vous dire que c'est le ministre des Relations extérieures. Dans d'autres temps, on va vous dire, par exemple, que c'est le président de la République. Cela implique donc que le caractère de fragilité et de fluctuation entre internationales est un caractère sensible. Sensible qu'il faut prendre en compte aujourd'hui surtout. Je voulais planter un ensemble d'exemples. Si on prend le cas de Donald Trump, on prend le cas du président sénégalais, il y a tellement de cas qui remettent en cause le caractère de rigidité du droit international. Hormis de cela, au niveau des acteurs, l'acteur principal, j'ai dit, c'est l'État, qui, lui, ne peut interagir avec les autres à travers ce que j'ai parlé du traité. Le traité qui implique donc la validité du traité. Et lorsqu'on va parler de validité du traité, ça voudrait dire qu'il faudrait que le traité entre en application. De deux manières, le traité entre en application. Il entre en application au plan international, mais aussi au plan interne. Oui. On nous a dit qu'en droit international, on parle plutôt des sujets, puisque c'est en relation qu'on parle des acteurs. Oui. Vous avez dit acteur. Le terme acteur, ce sont des synonymes qu'il faut comprendre. Seulement, ce que vous soulignez bien, parce que chaque enseignement a sa grammaire, a ses termes. Donc, pour vous éviter une confusion, on va rester dans un sujet. D'accord? Parce que moi, je peux dire acteur, je comprends ce que je dis. Quand je dis acteur à votre niveau, ça commence à faire bien. Alors, j'étais disant que ces sujets-là, qui sont principaux, sont les États, mais les organisations non gouvernementales aussi vont agir. Mais même jusque-là, on parle des organes comme des sujets dérivés. Pourquoi est-ce qu'ils sont dérivés? Parce que le caractère de leur existence est fonction de quoi? De la volonté des États. Ça sous-entend que l'État est au centre de l'activité du droit international. Et même si les organisations non gouvernementales se mettent à agir, elles n'agissent pas en marge des activités de l'État, des États. Parce que même des organisations non gouvernementales, on va retrouver l'État. Comme quelle organisation, par exemple? Quelle organisation non gouvernementale? L'ONU. Alors, comment se compose l'ONU? Quelle est la composition de l'ONU? Nous avons l'Assemblée générale, le secrétariat général, le conseil de... Qui préside au conseil de sécurité? Ce sont les États. Qui sont au nombre de combien? 5, à savoir les États permanents, 5 permanents, je dis bien 5 permanents, et 5 permanents, je suis d'accord. Et combien permanents? Bien. Renouvelable combien de fois? Les États non permanents se renouvellent chaque 2 ans. Il faut connaître cette chose. Bien. Vous voyez donc que ce soit, même dans le fonctionnement des organisations non gouvernementales, l'État demeure au centre. Parce que s'il n'y a pas d'État, il n'y a pas d'existence de la scène internationale, il n'y a pas d'existence du droit international. Alors, les organisations non gouvernementales agissent principalement dans un domaine bien précis, domaine qui les est fixé par les États. Nous sommes bien d'accord? Est-ce que l'ONU agit en tant qu'ONU dans tous les segments, dans tous les compartiments des relations internationales? Non. L'ONU peut se transformer parfois en UNESCO pour les droits de l'enfant. Il peut se transformer en ONU-SIDA pour le SIDA. Il peut se transformer en... Il y a tellement de choses en fonction du domaine dans lequel l'on a besoin qu'il intervienne. Même si aujourd'hui, le caractère de l'ONU commence à être tellement biaisé parce que certains pensent que l'ONU est une manipulation des puissances fortes pour dominer sur les États faibles, et ainsi de suite. Donc, c'est des choses, les questions que l'on verra dans la pratique tout à l'heure avec des sujets un peu plus pratiques. Bien.
À côté donc, parce que j'ai dit tantôt que votre cours était divisé en deux, nous sommes dans la première partie qui porte sur les sources internationales, qui porte sur les acteurs en prenant en compte les critères liés aux réserves, à la validité du traité et aux organisations ou alors aux acteurs secondaires ou dérivés, qui eux-mêmes aussi sont fonction, n'est-ce pas, des acteurs primaires que sont les États. Bien. Alors, les organisations non gouvernementales, je l'ai dit, sont aussi détentrices d'une souveraineté. Vrai ou faux? Est-ce que les ONG possèdent une souveraineté? Qu'est-ce qu'elles possèdent? C'est non pas de souveraineté, qu'est-ce qu'elles ont? Elles ont une personnalité juridique. Cela sous-entend quoi? Cela sous-entend qu'au même titre que l'État, les États, membres, n'est-ce pas, de la scène internationale ou d'une commission, d'un comité, d'un organisme, d'une organisation, elles ont capacité de produire le droit, n'est-ce pas, et de le subir. On dit donc qu'elles peuvent faire grief. Grief voudrait dire que tu crées le droit et tu aussi le subis. Ça sous-entend, est-ce qu'il est possible de porter plainte contre l'ONU? Oui. Est-ce qu'il est possible de porter plainte contre l'ONU? Oui. Dans quelle institution? À la CIJ. Vous comprenez donc bien que l'absence de souveraineté impartie, n'est-ce pas, aux organisations gouvernementales ne les exclut pas de leur cadre de personnalité juridique qui lui permet à ce que non seulement ils produisent le droit, mais peuvent aussi le subir. Très bien. Alors, si nous poussons le bouchon plus loin dans notre continuité, nous verrons que la seconde partie de notre cours va porter essentiellement sur le caractère d'application, parce que la première partie est fondamentalement un peu plus théorique. Elle vous présente les sources, d'où est-ce que vient le droit international, quels en sont les sujets, comment leurs rapports sont générés, les principaux caractères qui sont issus, n'est-ce pas, de leur application. Alors la deuxième partie, elle, quant à elle, sera un peu plus pratique. Pourquoi un peu plus pratique? Parce que l'on verra là, on va sortir d'un cadre diplomatique pour entrer dans un cadre un peu plus consulaire, qui est un cadre un peu plus restreint. Est-ce qu'il y a une différence entre les relations diplomatiques et les relations consulaires? Quelle est la différence entre les relations diplomatiques et les relations consulaires? Oui. Je vous écoute. Oui. De l'objectif des missions. Bien, maintenant, moi j'ai une autre question. Est-ce qu'il y a une différence entre avantages, privilèges et immunité? Est-ce qu'il y a une différence entre avantages, privilèges et immunité? Oui. Je dirais que les avantages sont pour la personne, sont un bénéfice pour la personne, mais peut-être les privilèges ne sont pas un bénéfice pour la personne, mais pour mener en bien exercer ses fonctions. Et l'immunité? Justement, privilège et immunité. Oui. Moi, je pense que quand on parle d'avantage, on parle également de privilège. Et quand on parle de privilège, c'est un sous-monde d'un privilège. Maintenant, si on doit mettre une démarcation sur l'expression, on peut dire qu'un privilège, c'est quelque chose qu'on t'accorde à toi personnellement. Par contre, un avantage, ça va avec ton statut. Si jamais on doit mettre une nuance à ce niveau-là, on peut les mettre ensemble, privilège et avantage. Bien. Qui d'autre? Le monsieur qui voulait les travaux pratiques, nous sommes déjà dans les travaux pratiques. Qui d'autre? Il faut bien d'abord marginaliser avant de pratiquer. On fait le cours avant de faire la pratique. Parce que s'il y a compréhension du cours, forcément il y aura compréhension de la pratique. On n'invente pas une pratique. On pratique une théorie. Bon, pour faire simple, n'est-ce pas? Généralement, on vous dit l'article 2. Lorsque quelqu'un est affecté à une fonction, on dit article 2. Que dit souvent l'article 2? Lorsqu'il y a quelqu'un est rattaché à une fonction, une nomination, un décret, on vous dit les intéressés auront droit
aux avantages relativement à l'alimentation en vigueur. Ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que les avantages et les immunités sont généralement mis ensemble. Pourquoi? Parce que l'avantage est, j'aime à le dire, les avantages sont pécuniers. Pécuniers, ou alors pécuniaires. Lorsqu'on parle d'avantage, ça renvoie à quoi? À l'argent. Mais lorsqu'on parle de privilège, privilège renvoie à quoi? Au statut. Au statut. Ça renvoie au statut. Maintenant, les immunités sont des manifestations des privilèges. Parce que l'immunité ne s'arrête pas au niveau de la personne qui exerce une fonction, elle tombe au niveau de ceux qui sont avec elle, notamment la femme et les enfants, y compris même les biens. La preuve en est que l'ensemble, n'est-ce pas, des représentants diplomatiques ou consulaires ont ce qu'on appelle l'interdiction, par exemple, de fouiller la valise diplomatique, première des choses. Leurs femmes et leurs enfants sont dans le passeport diplomatique, par exemple. Les femmes et leurs enfants peuvent voir sans qu'on le fouille leurs affaires parce qu'elles ont l'immunité diplomatique qui est impartie à leur papa ou à son mari. Donc, l'avantage ainsi est foncièrement comment? Pécuniaire. Lorsqu'on parle de pécuniaire, on va englober pécuniaire et matériel. Une voiture de fonction, une maison de fonction, un chauffeur, des hommes de sécurité. Ce sont des avantages. Les privilèges sont liés à la fonction que l'on va exercer et c'est seulement les immunités vont impartir non seulement la fonction de manière directe, mais aussi à ceux qui sont avec la personne. Je dis principalement, c'est la femme et ce sont les enfants, de manière plus directe. Généralement, les grands-parents, les tantes, bon, là-bas, c'est autre chose que parfois le monsieur en question, la dame peut décider que bon, X ou Y, mais les immunités sont directement attachées à ces personnes qui sont directement liées à celle-ci. Bien. Oui. J'étais disant que l'immunité est fonction, comment dirais-je, du statut de la personne premièrement, mais aussi de ceux qui l'accompagnent. De manière directe, je parlais de la femme et des enfants. Qui peuvent bénéficier, vous le voyez souvent, un passeport diplomatique, même pour un enfant de 3 ans. On te présente un passeport diplomatique parce que papa est un représentant consulaire ou diplomate. La femme, pareillement. On ne fouille pas les affaires de madame la diplomate, on ne fouille pas les affaires des enfants parce que ça risque de porter atteinte à ce qu'on appelle vraiment la violation comment dirais-je cela? Un incident diplomatique. Voilà. Par exemple, ils sont exonérés des droits de douane aussi. Ils ne payent pas les droits de douane, ils ne s'arrêtent pas dans les barrages, on ne contrôle pas leurs affaires. Simple fait de voir, par exemple, une immatriculation sur un véhicule, on lève la barrière, on salue et tout ce qui va avec. Donc, même s'ils transportent un corps humain à l'intérieur, on ne contrôle pas parce qu'on se dit que c'est l'État qui passe. Bien. Maintenant, si les privilèges reviennent au statut et les immunités aussi reviennent au statut. Oui, j'ai dit cela, que les immunités sont la manifestation des privilèges. Parce que les immunités ne sont pas imparties seulement au statut de la personne, mais découlent aussi jusqu'à ceux qui sont avec lui, par femme et enfants. Est-ce que là, ça va? Bien. Oui. Oui. Bien. J'étais disant que l'avantage porte sur le pécuniaire et sur le matériel. L'avantage, si on vous dit par exemple que désormais vous êtes diplomate, tout ce que je vous souhaite. Je ne sais pas, aux États-Unis ou en Russie, je ne sais pas trop. L'avantage que vous avez de manière directe, c'est que votre salaire change, première des choses. Le salaire change. Nous sommes d'accord? Votre petite, je ne sais pas trop, Mercedes 200 entre au garage. Parce que désormais, vous avez une grosse voiture blindée qui est là avec un truc, je ne sais pas, une immatriculation. On vous octroie des hommes en tenue, on vous donne un chauffeur. C'est ça les avantages. Nous sommes d'accord? Les privilèges sont liés à l'exercice de la fonction. C'est-à-dire dans l'exercice de votre fonction proprement dite, il y a un ensemble de choses qui vous seront octroyées, qui vous seront permises. Est-ce que là, ça va? Bien. Donc, pour faire simple, la deuxième partie ici, relative, n'est-ce pas, à l'activité consulaire, va porter essentiellement, je pense, bien sur la protection. La protection des biens et des personnes, la protection des missions diplomatiques,
la protection, comment on dit, de la valise diplomatique, parce qu'il y a un sujet fondamental qui revient souvent, protection diplomatique et consulaire. La protection diplomatique et consulaire. La protection diplomatique et consulaire. Dans le temps, on a l'impression que ça renvoie à la même chose, nous sommes d'accord. Pourtant, ce n'est pas du tout la même chose. Donc, il faut bien établir la nuance entre le diplomatique et le consulaire. Et le monsieur l'a très bien dit, je vais dire comment le caractère principal, sinon principiel, d'identification ou de spécification renvoie à l'objectivisation ou à l'objectif à atteindre. Quel l'objectif, n'est-ce pas, d'une représentation diplomatique et aussi d'une représentation consulaire? C'est une question. Quel l'objectif de la représentation diplomatique et la représentation consulaire? Quels sont leurs objectifs? Oui. La représentation consulaire pour objectif de protéger les biens et les personnes ressortissantes du pays. Protéger les biens et les personnes ressortissantes du pays seulement? Est-ce que c'est ce qui est premier? Est-ce que c'est le service? C'est la première des choses. C'est que le consul a un problème, c'est le service comment? Administratif. Voilà, enlevez les J. Ils ont mal écrit. C'est D-I et D-I-A. Il n'y a pas de J à l'intérieur. Merci. Et quelle sera la fonction ou alors l'objet principal, n'est-ce pas, d'une mission diplomatique? La représentation. La représentation est quoi d'autre? On a signifié la représentation à quelque chose d'autre. Le carré diplomatique. La représentation est quoi d'autre? Défendre des intérêts, négociations, oui, mais ça entre dans un cadre bien précis. Le maintien des relations. Parce que lorsqu'une mission diplomatique est mise sur pied, elle a deux missions essentielles. La première, c'est de représenter l'État, n'est-ce pas? Alors, si elle représente l'État dans une autre État, ça entend qu'elle va veiller à ce que les rapports soient maintenus, dans ce qu'il n'y ait pas de fluctuation ou alors de variation entre les États. Et même si ça arrivait, qu'on trouve nécessairement une solution à travers nécessairement quoi, la négociation. Est-ce que là, ça va? Non, ça doit aller. Et ça ira, j'en suis sûr. Maintenant, avant de continuer, est-ce que quelqu'un a une préoccupation? Quelqu'un a lu pendant le cours, quelqu'un a compris une chose qu'il n'a pas compris du tout. Nous n'allons pas du tout. Moi, je n'ai pas compris. Oui. Je dis ici que le droit international public est l'ensemble des règles et des mécanismes qui gouvernent les rapports entre les sujets de l'ordre juridique international. Je veux comprendre, quand on parle des sujets de l'ordre juridique international. Bien. Les sujets de l'ordre juridique international. Ici, il y a deux éléments qui posent problème. C'est sujet et c'est ordre juridique. Lorsqu'on parle de sujet, je vais le dire de manière simple, on va parler d'acteurs. On parle d'organes interpellés, on parle de personnes ou d'entités qui sont au centre de l'activité. Mais lorsqu'on parle d'ordre juridique, renvoie ce que je dis simplement, l'ensemble ou la consécration textuelle qui est impartie soit à un État, soit à une organisation, soit alors à un ensemble de rapports entre des États. Bien. Et lorsqu'on parle des sujets de l'ordre juridique international, on en a deux. Nous avons les sujets principaux qui sont les États, les sujets accessoires ou dérivés qui sont les organisations non gouvernementales. Ça sous-entend que dans les rapports dans le droit public international, je préfère le dire ainsi, les États et les organisations non gouvernementales sont régis par deux choses. Première des choses, la capacité qu'ils ont à produire le droit qui va encadrer leur rapport. Deuxième des choses, la capacité qu'ils ont à être responsables lorsque le droit qu'ils ont mis en cours n'a pas été respecté par l'une des deux parties. Par l'une des deux parties, disais-je. Parce qu'on n'a pas seulement au plan international des organes d'encadrement et de protection, mais on a aussi des organes de garantie. Donc, on a l'encadrement, on a la garantie et on a la
protection. La garantie qui puisse être comment normative, et une qui peut aussi être comment juridictionnelle. Je vous entends que dans l'organigramme, ou dans la structure étatique, dans la structure internationale, il y a un ensemble de textes qui sont mis sur pied pour promouvoir l'activité internationale, pour encadrer et régir le fonctionnement de l'activité internationale, mais aussi pour veiller à ce que les textes qui sont mis sur pied puissent être comment respectés. Est-ce que là, ça va? Bien. Oui. Jusqu'à présent, j'ai tenté de parler de sujets dérivés comme le cas des ONG. Cependant, lorsque je fais lecture, je vois les OIG. Les organisations internationales. J'ai tenté de parler des ONG. Bien. Dans mon propos tout à l'heure, j'ai dit qu'on avait les sujets dérivés. Les sujets dérivés. Les sujets dérivés. Nous avons combien de sujets dérivés? On a les ONG, on a les OIG, on a les hommes en tenue, on a l'individu. Oui. Cependant, les ONG ne sont pas mis en place par les États. Ah bon? Les ONG. Oui. Ah, pas forcément. Maintenant, je vous pose une question. L'individu est un sujet dérivé de l'Union internationale, vrai ou faux? Parlez donc de quoi? On ne le passe pas souvent. C'est l'individu qui crée aussi, et l'individu est un sujet dérivé. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, en fait, ce que vous dites n'est pas faux, je vous comprends. Aujourd'hui, il y a un souci. C'est que ce que vous voulez dire, le droit international est relatif, il est fluctuant. Aujourd'hui, il y a des ONG qui sont plus fortes que des OIG. Aujourd'hui, ça existe. On a des ONG qui sont plus fortes que les OIG aujourd'hui. Ça existe. En fait, vous êtes dans la classification classique. Je ne vous sanctionne pas par rapport à cela. C'est de bonne guerre. Parce qu'il y a de cela quelques années, on ne mettait pas l'homme en tenue et l'individu dans les sujets dérivés du droit international. Pas du tout. Je vous dis que le droit international est un droit essentiellement comme un fluctuant. Il n'est pas statique. Il est dynamique. Et parce qu'il est dynamique, on aura les ONG, on aura les OIG, on aura l'individu. Vous savez bien que les firmes même sont devenues des sujets dérivés. Les firmes. Voilà. La firme est une représentation quoi? Personnelle ou collective? Elle est collective, elle peut aussi devenir, elle peut aussi être personnelle. Prenons le cas, par exemple, de la famille, disons Bolloré. Bon, Bolloré, c'est parce que là, nous sommes en Afrique. Je vais prendre notre cas. McDonald's. McDonald's n'est plus un nom. Ça devient une marque déposée qui est devenue une firme. Prenons le cas de la famille Coca-Cola, qui a Pepsi-Cola, qui a... Aux États-Unis, lorsqu'on parle d'économie, on ne parle pas sans eux. Et forcément, parce qu'il faut apporter leur aide soit à l'UNESCO pour faire des dons, soit on va forcer de les consulter. Donc, les ONG, je le concède. Pourquoi j'ai insisté sur les ONG? Parce que l'ONG, vous l'avez lu, vous le comprenez mieux que les ONG. Les travaux pratiques, c'est ça, c'est pas pour venir insister sur ce que vous connaissez, c'est pour vous apporter des éclaircissements qu'on ne connaît pas bien, qu'on n'a pas bien compris. Donc, je ne dis pas que ce que vous avez dit est faux, pas du tout. Je viens juste apporter, je vais dire comment, un plus sur ce qui crée souvent, ou alors ce qui est déjà relatif en droit international et qui est nouveau. Est-ce que nous sommes d'accord? Je vous remercie. Oui, j'avais une question. Je viens vers vous. Oui. Toujours dans la suite, on nous parle des normes prescriptives, prohibitives, intermissives, tellement de gros mots. Bien, reprenez chaque norme et j'explique au fur et à mesure. Première norme, la norme prescriptive. Bien. Ça veut donc dire qu'on repart dans la question du monsieur, il parle de l'ordre juridique. Et je vous ai dit qu'il y a ce qu'on appelle des règles qui permettent de faire quoi? D'encadrer. Prescriptive voudrait dire quoi? Quand vous prescrit une chose, ça veut dire qu'on vous dit que pour qu'une chose fonctionne, voilà ce qu'il faut faire. Nous sommes d'accord. Donc il y a des normes qui vous donnent la conduite à tenir. Elles sont prescriptives. Elles vous disent comment ça fonctionne les choses. Elles sont comment? Prescriptives. Il y a celles qui sont permissives.
Permissif voudrait dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un ensemble de règles qui vous permettent, je veux dire, de faire ou de ne pas faire. Comme par exemple le caractère de la réserve qui est permissif aux États. Ou dans la signature d'un traité ou d'une convention, un État n'a pas un droit de pouvoir accepter l'ensemble de la convention du traité. Il a une possibilité pour lui de mettre des réserves. Là, on parle d'une loi qui est comment? Permissive. Et enfin, ce qui est prohibitif et renvoie à l'interdiction et à la sanction. Alors, lorsqu'on parle de prohibition, on voit l'interdiction et on voit la sanction. Bien. Oui, le monsieur. Merci. Ma petite question est de savoir à quoi fait-on exactement référence quand on parle du droit international? Bien. À quoi est-ce qu'on fait référence? On fait référence à 3 éléments essentiels. Lorsqu'on parle d'international public, 3 éléments essentiels. Le premier élément essentiel de l'international public renvoie au rapport diplomatique entre États. Première des choses, la prise en compte des rapports diplomatiques entre États. Qui implique quoi? Qui implique comment est-ce que les États entre eux peuvent avoir des rapports. Ces rapports passent par 2 sources, comme vous l'avez présenté, les sources qui sont conventionnelles, notamment le traité, et celles qui ne sont pas conventionnelles, la doctrine, les principes généraux de droit, la jurisprudence internationale, la coutume internationale, la doctrine internationale. Première des choses, nous sommes d'accord? La deuxième des choses permet de régir la scène internationale à travers notamment les 3 règles qui ont été présentées. Les règles qui sont prescriptives, les règles qui sont permissives et celles qui sont prohibitives. Nous sommes d'accord? Et la troisième des choses, c'est relative à quoi? C'est relative à l'ensemble des avantages, immunités et privilèges qui sont impartis non seulement au sujet du droit, mais aussi à l'ensemble des sujets au plan international dans les rapports ou alors dans le cadre de l'activité de la scène internationale. Oui. 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 Est-ce que dans le politique, on nous a certainement ignoré quelque part, Bien, le droit international, c'est particulier que l'enseignant vous donne ce qu'on appelle les bases génériques et classiques, n'est-ce pas? Maintenant, c'est à vous de chercher un ensemble d'éléments permettant de maturer les questions. Bien que ce qui est dans le cours ne soit pas assez suffisant parce que l'enseignant, s'il commence à le faire pour vous faire le cours pendant pratiquement 1 mois, parce qu'il y a des éléments qu'il doit vous ajouter chaque jour. Donc, le cours en lui-même, c'est un support qui est générique, mais il y a des aménagements que vous aurez amenés vous-même pour maturer, par exemple, vos raisonnements. Donc, n'ayez pas peur de vous saisir de l'actualité internationale pour pouvoir répondre à un certain nombre de questions. N'ayez pas peur. C'est au contraire, il faut s'en servir. Parce que je vous ai dit que le caractère de relativité de l'international aujourd'hui est tellement mis en cause. Tellement, parce que si tel n'était pas le cas, les principes généraux de droit, les principes de doctrine internationaux et même les principes de la justice internationale sera respectés à la ligne. Ce qui aujourd'hui porte une sorte de fragilité. Parce que même certains États africains ont compris qu'en fait, c'est à nous de faire le cours international. C'est à nous de le créer en fonction, n'est-ce pas, de nos réalités, en fonction, n'est-ce pas, de nos aspirations, de nos volontés et de ce que nous voulons atteindre comme objectif. Nous sommes bien d'accord? Bien. Oui. Merci. Alors moi, j'ai un peu du mal à saisir le fait qu'un individu soit sujet de droit international. Alors sur ce, je vais poser la question de savoir, on a plusieurs questions pour peut-être. La première question est celle de savoir quelle est la différence entre sujet de droit international et acteur de la scène internationale. Alors, qu'est-ce qui caractérise un sujet de droit international et à travers ces caractéristiques, où est son place? Bien. Je pense que la première question est la différence entre sujet international et acteur. Très bien. Alors, lorsqu'on vous dit par exemple,
Vous êtes un sujet de droit, bon faux. Qu'est-ce que vous confère la capacité d'être un sujet de droit? Et quoi d'autre? Et quoi d'autre? Et la souveraineté. Maintenant, la personnalité juridique ne suffit pas à l'État. Parce que l'État, c'est un particulier coup. Il ne peut agir pas seulement sur le principe de la personnalité juridique. Parce que tel était le cas, on allait reconnaître que la Palestine comme étant un État, qui a une personnalité juridique, mais qui n'a pas une reconnaissance internationale. Pourquoi? Parce qu'elle n'est pas reconnue comme étant souveraine. La première différence, c'est que l'acteur n'est pas toujours souverain, mais le sujet est souverain parce que c'est lui qui va créer. Again. Non, bien, j'ai dit ceci. Le monsieur tout à l'heure a voulu apporter une précision en disant que si je commence à vous dire acteur, n'est-ce pas? Alors c'est que l'acteur, c'est dans quel domaine? Les relations internationales. Et puis le sujet renvoie à quoi? Bien. Ce que je confonds monsieur en disant que le sujet est celui qui va créer. Le droit international est créé par des sujets. Des sujets. C'est ça le sujet correct. Quand il passe J'en viens. S'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Je comprends votre gêne. Je comprends votre gêne. Maintenant, on a souvent l'impression que l'acteur et le sujet sont la même personne, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Maintenant, je disais, le sujet va faire quoi? Le sujet, c'est celui qui va créer. Il va créer quoi? Il va créer le droit. Quel droit? Le droit applicable en droit international. Maintenant, lorsqu'il y a finition de création, on ne peut pas créer sans appliquer. Lorsque la création passe à l'application, on devient acte. Oui. Donc, ça veut dire que le sujet est à la fois sujet et acteur. Le sujet peut. Merci bien. Le sujet peut devenir acteur, mais l'acteur ne sera jamais le sujet. c'est le sujet. Donc, les États-Unis peuvent être le sujet. Ils sont Les États-Unis peuvent être un peu le sujet. Et puis après devenir des acteurs. Par contre, ils ne peuvent pas être des acteurs et puis devenir des sujets. Vous êtes dans la polémique, vous n'êtes pas dans la compréhension. Vous êtes dans la polémique, pas dans la compréhension. Parce que là, vous voulez m'emmener dans une histoire des États-Unis et de Venezuela, là, que vous voulez m'embarquer dans ça. Moi, je ne suis pas encore là-bas. Ceci est en train de vous dire que l'acteur est celui qui crée. Le sujet est celui qui crée. Parce qu'on ne peut pas dire sujet sans avoir création. Maintenant, je prends un cas de figure simple. Lorsqu'on tourne un film, est-ce que celui qui crée le film est celui qui est l'acteur? Pourquoi vous voulez donc nous embrouiller? Est-ce que celui qui est acteur d'un film, c'est celui qui a écrit le film? Pas du tout. Pas forcément. Mais il peut arriver que l'acteur, celui qui écrit décide de devenir acteur principal. Donc, le sujet n'est pas forcément l'acteur et l'acteur n'est pas forcément le sujet. Et la différence fondamentale, c'est que le sujet peut devenir, mais l'acteur ne sera jamais le sujet. La preuve, quand on parle de relations internationales, on parle de droit, et entre les deux, qui est plus grand que l'autre? Qui vient avant l'autre? Le droit international. Nous sommes bien d'accord. Bien. Si j'ai posé la question, ça se joue, retenez que
un individu n'était pas sujet de droit international, mais acteur de la scène internationale. Oui. Si bien qu'aujourd'hui, on peut emmener un homme à ces pays, mais cela ne fait pas encore de lui un véritable sujet de droit international. Bien. Moi, je pose la question, acteur de la scène internationale, sujet de droit international. Bien. J'ai dit qu'on avait combien de sujets de droit international? 2. Oui. On avait les États, les autres. Maintenant, il y a un souci. Ce que l'individu peut être sujet et devenir acteur. L'individu. Là, ça dépend de qui est l'individu. Imaginez-vous un secrétaire général, ou alors je veux dire un prix Nobel de la paix, qui vous dit le droit international ne se résume plus simplement aux relations diplomatiques, mais à la préservation des intérêts des minorités. Il a ancré le droit international que dans leur prochaine règle, il faut intégrer le droit des... C'est un individu. Mais là, maintenant, il est en train de créer le droit international. Et il devient donc sujet. L'individu, ce n'est pas simplement vous et moi. L'individu, ça dépend de la personne qui est individu. La personne qu'on considère comme étant individu, c'est-à-dire le poids, la teneur de la stature de la personne. Nous sommes bien d'accord. Voilà des années que Poutine est devenu, je le dis tel que je le pense, un sujet de droit international. Il est devenu. Parce qu'il a fait réfléchir l'OTAN sur l'ensemble de l'OTAN est en train de, toute l'Europe est en train de réfléchir. Ils sont au travail, ils réfléchissent. Parce que chaque jour, lui, il crée une nouvelle règle et il applique sa règle et rien n'arrive. Et on se demande si lui il fait, pourquoi nous ne peut pas faire? Ça devient une question. Pas plus tard que hier encore, avant-hier, il a interdit aux transgenres et aux homosexuels d'adopter les enfants. Oui. Il a dit que quand vous aimez les histoires de hommes et hommes, femmes et femmes, entrez dans vos champs, vous faites vos enfants là-bas, vous allez éduquer de votre manière. N'adoptez pas les enfants des gens hétéros, créez vos enfants à vous. Dans vos histoires de transgenres, créez vos enfants. Ne venez pas adopter nos enfants que l'homme et la femme ont fait. Créez vos enfants que les femmes et les femmes font là-bas. Ne nous amenez pas ça ici. Est-ce que pour le monsieur ça va? Il y avait une autre question? La deuxième question, c'est... J'ai compris ce que vous avez dit. Merci bien. La deuxième question, c'est le caractère. Quand vous avez parlé de la réserve, Oui. vous avez parlé du caractère Permissif. Non, je dis la réserve entre dans ce qu'on appelle le caractère commun permissif des États. Parce qu'un État a la capacité de mettre une réserve sur un article, sur une règle qui est relative à un traité ou à une convention. Donc, le caractère, le veut dire comment la réserve et même la manifestation du caractère permissif reconnu aux États. D'accord? Bien. Oui. Merci, monsieur Slapa. Je voudrais savoir quel est l'objectif et l'intérêt du droit international. L'objectif et l'intérêt. Bien. Le droit international public, je peux le dire ainsi, a deux objectifs. Le premier objectif, je l'ai dit, c'est de réglementer, n'est-ce pas, les rapports des hommes ou des États, réglementer les rapports des États au niveau de la scène internationale. Pourquoi? Parce qu'il va bien falloir que l'on puisse permettre aux États un ensemble de choses et leur intégrer un ensemble de choses pour permettre le bon fonctionnement des rapports au niveau de la scène internationale, au niveau diplomatique. On me permet de faire telle chose vous est interdit. Si vous faites telle autre chose, telle sanction vous sera impartie. C'est le premier objet. Le deuxième objet sera relatif à quoi? À améliorer les rapports entre les États au plan, les rapports diplomatiques des États. L'amélioration. Parce que je vous l'ai dit que le droit international a un caractère relatif et fluctuant. À tout moment, il peut basculer. On peut se lever à 6 heures et avoir des problèmes avec l'autre. Parce qu'une chose est arrivée la nuit.
Donc, chaque jour, on réfléchit comment améliorer de mieux en mieux, de pacifier. C'est pourquoi, avant que la sanction ne s'applique en international, il y a deux mécanismes qu'ils aiment bien, la négociation et la médiation. La négociation et la médiation. Parce qu'on évite que la chose s'envenime. Parce que lorsqu'une chose s'envenime au plan international, on connaît quand elle commence, on ne connaît jamais quand elle va s'arrêter. Au grand jamais. Parce que quand ça a commencé, la Russie et l'Ukraine, on a dit que non, c'est un truc de 2 semaines, l'Europe va arrêter ça. Nous voici aujourd'hui, les morts se comptent par milliers, jusqu'à nos jours. Oui, là c'était au niveau de l'objet. Maintenant, quel est l'intérêt? La raison d'être. Parce que l'intérêt renvoie à la raison d'être. Quelle est la raison d'être du droit international? Le droit international a une raison d'être principale. C'est de permettre aux États de communiquer ou alors d'entretenir des rapports entre eux. Pourquoi? Parce que, je l'ai dit, les États sont particuliers qu'on appelle comment la souveraineté. Si chaque État reste sur le prisme de sa souveraineté, et l'on sait très bien que personne ne peut vivre en vase clos, ce dont tu as besoin dans les mains d'une autre personne. Alors, il faut mettre sur pied un ensemble de règles vous permettant de collaborer. C'est ce qu'on appelle le droit international. Le président sénégalais l'a dit il y a 2 jours, que même s'il faut qu'il partise avec le diable pour que le Sénégal fonctionne bien, lui n'a pas de problème. Du moment que l'intérêt des Sénégalais est protégé, lui, il n'a pas de problème. Donc ne dites pas qu'on nous abandonne la France. Il a dit carrément que la France ne fait partie de leurs objectifs sécuritaires, militaires et économiques. Donc la France ne peut plus les satisfaire. Mais il préfère partir en Russie. La Chine a sorti il y a 2 jours que d'ici le 1er avril, il n'y aura plus de droits de douane pour les pays africains. Tous on va aller en Chine. Nous tous on va aller là-bas. Imaginez-vous quand un État vous dit que vous venez importer chez nous sans droit de douane. Et tous on va partir là-bas. Donc bientôt là, on va tous encore repartir en Chine. Le respect international, c'est une question d'intérêt. Dès que mon intérêt est pris en compte par l'autre, je fonctionne avec lui. C'est tout. Si mon intérêt, si nos relations n'ont plus un intérêt particulier qui ne m'avantage plus, on attend que le contrat arrive à terme et on se sépare dans la paix du Christ. Est-ce que là, ça va? Bien. Oui? Et merci, docteur. Parce que là, vous nous aidez à nous initier au plan international. Nous qui ne sommes pas d'origine juriste. Moi, j'ai juste une question. Il y a même quand je parle, j'essaie de réfléchir avant la réponse. La question, le sujet du droit, dans mon esprit, elle est liée essentiellement au fait d'avoir la souveraineté. Oui. C'est par le biais du fait qu'on dispose de la souveraineté qu'on arrive à créer le droit international, je pense. En fait, je pensais. Maintenant, vous avez présenté le fait comme quoi des individus aujourd'hui deviennent sujets de droit. Des individus qui ne disposent pas de la souveraineté. Le droit international, à l'origine, je pensais qu'il existait pour permettre aux États d'assurer des relations plus saines, qui permettraient l'encadrement des relations d'État. Maintenant qu'on arrive à un stade où même l'individu est à même de créer le droit, est-ce qu'on ne crée pas plutôt un droit, est-ce qu'on ne sera pas en train de créer un droit un peu plus anarchique lorsque les personnes ne disposant pas de souveraineté, donc de responsabilité, peuvent se permettre de créer le droit? Bien. Bien. Dans la classification des sujets du droit, il y en avait combien? 2, n'est-ce pas? Il y a ceux qui sont principales et il y a ceux qui sont dérivés ou accessoires ou secondaires. Maintenant, la question de l'individu, ne comprenez pas l'individu comme vous et moi. Je l'ai dit d'entame. Si vous comprenez l'individu comme vous et moi, on entre dans le cadre de l'anarchie où chacun peut décider de créer sa règle diplomatique internationale. Nous sommes bien d'accord. Le caractère d'individu ici, je l'ai dit, est lié à la stature ou à la fonction qu'une personne peut occuper. Je le précise encore. Ce n'est pas vous et moi. Parce que si c'était vous et moi, c'est que chacun d'entre nous crée sa loi. On est dans ce que l'on veut, comme on veut, on gère comme on l'entend. Et ça devient totalement de l'anarchie. J'ai pris le cas, par exemple, du prix Nobel de la paix.
Quand on parle de prix Nobel de la paix, ça veut dire que les instances, par exemple, internationales, notamment les OIG et l'ONU, principalement à travers son Assemblée générale et son Conseil de sécurité, se sont mis d'accord sur une personne qu'ils estiment être une personne de bonne foi qui a capacité à influencer les rapports au plan international. C'est lui qu'on va considérer comme étant l'individu. Pourquoi? Parce que nécessairement, donc, il n'appartient pas à un État, mais on l'appelle généralement comment? L'individu du monde. C'est-à-dire que partout où il se trouve comme étant chez lui. Et donc, par conséquent, il prend en compte l'ensemble des besoins de tout le monde. Ça a été le cas pour le secrétaire général Kofi Annan, qui a été 2 fois l'homme de la paix. 2 fois. On a vu les Wangari Maathai, par exemple. On a vu. Lorsqu'une personne a une stature, il amène le pouvoir influencer à travers sa personne. On voit même des chefs d'État en fonction qui influencent. Mais on ne peut pas encore dire qu'ils influencent en tant qu'individu. Pourquoi? Parce que là, ils sont rattachés à un État, parce qu'il est chef d'État, donc il est exercé la souveraineté de l'État dans lequel il est présent. Est-ce que là, je me fais comprendre? Là, on parle d'individu. L'individu, ce n'est pas vous et moi. Non. L'individu, c'est une personne qui a une reconnaissance, une statut, une position. Est-ce que là, ça va? Oui. Là, est-ce qu'on n'est pas toujours en train de dire que c'est encore l'État? Parce que, tel que présenté, l'individu ici dispose dans le cas de cette sanction, d'une certaine part de souveraineté que lui concerne, ou bien une organisation internationale qui dispose aussi d'une certaine part de souveraineté que lui concerne les États, ou bien d'une forme de souveraineté que lui concerne son État. Par exemple, le cas du secrétaire général de l'ONU, en réalité, il est le candidat d'un pays. Il parle le candidat d'un pays, après ensuite le candidat d'un ensemble régional. Est-ce qu'on ne revient pas encore à l'État? Ne perdez pas de vue que je vous ai dit que les individus sont des entités, sont des sujets comment? Dérivés. Ça voudrait dire que si l'État ne valide rien en international, rien ne se fait. Il ne faut pas perdre ça de vue. Si les États ne valident rien, rien ne va se faire. Parce que quand on parle par exemple de l'Assemblée générale, l'Assemblée générale a combien de membres? Ce sont des États, vrai ou faux? Donc quand on parle du Conseil de sécurité, c'est combien d'États? 15. 5 qui sont permanents et 10 qui sont, ce sont des États. Donc ne perdez pas de vue, si la souveraineté ici ne sera pas rattachée à l'individu de manière comme étant un État, il sera investi d'une souveraineté de parcelle de l'ensemble des États qui sont membres, n'est-ce pas, d'une organisation qui vont lui concéder cela comme étant une personne fiable, une personne intègre qui a lieu de parler en lieu et place d'eux pour pouvoir influencer, n'est-ce pas? Prenons le cas de figure, par exemple, du président, de l'ancien président sud-africain, comment on l'appelle? Nelson Mandela. Il fait partie des gens qui ont poussé à ce qu'on abolisse l'apartheid. Pourquoi? Il a préféré aller en prison que de se compromettre. Ça fait en sorte que lorsqu'il devient une figure de proue, il devient donc un individu parce que tous les États du monde ont compris que le type, il n'est pas comme vous et moi. Donc il a la capacité de dire une chose qui peut influencer le monde. Mais même malgré ça, il faut que l'ensemble des États là soient d'accord qui peut influencer le monde. C'est pourquoi on dit que l'individu est un sujet comment? Dérivé. Oui. En parlant de la personne, votre prédécesseur, docteur, nous a expliqué ici, il a pris l'exemple de joueurs sénégalais pendant la panne. Oui. Ils ont parlé également des joueurs là, constitués également comme des acteurs, comme des personnes. Maintenant, moi, je suis en train de parler au niveau des statuts. Oui. Au niveau des bien. Nous sommes à une compétition continentale qui est regardée par le monde entier. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Ça voudrait dire que l'équipe du Sénégal n'a pas porté atteinte à un État, mais il revendiquait une chose, que l'ensemble des footballeurs du monde sont reconnus dedans. C'est quoi? Le mauvais arbitrage. Il y a un droit du sport international. Ça va aller influencer le droit du sport international. Où on va vérifier à ce que maintenant, est-ce que les arbitres, la bonne moralité des arbitres, ainsi de suite, ça influence. Là, ce sont des individus, mais qui n'ont pas agi en tant que je vais dire comment, population
sénégalaise qui ont agi en tant qu'équipe nationale du Sénégal. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Ça veut dire qu'un Sénégalais lambda ne pouvait pas se lever pour le dire, on l'écoute. Il a fallu un moment opportun, une situation opportune, un cadre idéal. Parce qu'il savait, à une demi-finale, tous les yeux sont braqués sur eux. C'est connu. Et on a commencé à avoir des failles dans l'arbitrage depuis le match avec le Cameroun, qui s'est répété, qui s'est répété, qui s'est répété. Il avait capacité à accepter et passer dessus. Parce que être sujet voudrait dire que tu peux décider d'accepter une chose ou de ne pas l'accepter. Et c'est en fonction de comment tu vas accepter ou ne pas accepter que le droit va émerger. Donc là, ils ont créé un nouveau droit. Ils ont fait, s'ils n'ont pas créé, ils ont mis un point d'honneur sur le caractère de l'organisation arbitrale des compétitions désormais. Parce que ce qu'on ne nous a pas dit, c'est qu'après, on a siégé là-dessus, la FIFA a siégé, les arbitres ont été sanctionnés, le roi même marocain a été sanctionné. Il y a eu des sanctions qui sont tombées. Qui a été sanctionné, le gardien Bono a été sanctionné, il y a eu beaucoup de sanctions. Les sanctions sont en fonction de quoi? Lorsqu'une sanction est donc créée, ça veut dire qu'on vient de créer le droit. Parce que dès qu'une décision tombe, le droit vient de se créer. On devient donc sujet. Parce qu'avant, la chose n'existait pas. C'est pour ça que je voulais dire que le droit évolutif, il est à notre national, il va mieux vous l'expliquer. Il est le caractère relatif. Il est toujours fluctuant, toujours. Et on s'est dit, si on ne met pas sur un ensemble de règles, tellement c'est ça, chacun va vouloir faire comme il entend. Il faut des règles qui soient comment majeures, qu'on ne puisse pas outrepasser. Certaines choses peuvent être laissées pour comme, d'autres ne peuvent pas être tolérées. C'est comme à la maison, par exemple. Si le père vous dit, personne ne rentre chez moi après 18h. Bon, maintenant, tu peux casser un verre, on te laisse, tu peux casser un plat, on te laisse. Parfois, tu peux soutirer 5 ans de maman, on te laisse. Mais après 18h, si tu es dehors, tu dors. C'est comme ça en Sainte Il y a des choses que parfois on peut négliger, il y a des choses sur lesquelles on ne tergiverse pas. Il y a des choses sur lesquelles on ne tergiverse pas. Et ça engage ce qu'on appelle comment les principes généraux de droit qui sont encore avec la doctrine internationale et la coutume internationale. Est-ce que là ça va? Oui. Je veux savoir, Énorme nationale. Bien. Comment se règle un conflit entre normes internationales et normes nationales? La première des choses qu'il faut connaître, c'est quoi? C'est que pour qu'une norme internationale s'applique dans un cadre national, il y a un élément principal qu'on appelle la ratification. La ratification. La ratification, c'est quoi? C'est le mécanisme à travers lequel une norme internationale ou communautaire peut s'appliquer au plan national par l'État qui a adhéré. Parce qu'il y a toujours ce problème d'application entre les internationalistes et les nationalistes. Il y a toujours ce problème. Où les nationalistes vont vous dire que le droit international est supérieur au droit national. Les nationalistes vont vous dire que non. Parce qu'en fait, c'est la souveraineté nationale qui nous amène à la souveraineté internationale. Donc, à proprement parler, si l'État est un sujet de droit international, ça voudrait dire que c'est l'État qui crée le droit international et pas le contraire. Et donc, le droit national va primer sur le droit international. Le problème sera au niveau de la ratification, première des choses, et au niveau de l'ordonnancement juridique. Parce qu'une fois que la ratification est faite, nous sommes d'accord, la loi internationale va devenir inférieure à la Constitution qui est la norme supérieure. Si on prend le cas du Cameroun, on va le voir dans l'article 45 de la Constitution du Cameroun. Dès qu'il y a ratification, le traité ou une convention va devenir comment? Inférieur à la Constitution. Inférieur. Infraconstitutionnel. Inférieur. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas deux capitaines dans un. Maintenant, la Constitution est la norme fondamentale d'un État, vrai ou faux? Vrai ou faux? Maintenant, si vous mettez le traité en même niveau de la Constitution, on applique quoi? Le traité ou la Constitution? On va appliquer. Ça, c'est pour les internationalistes. C'est-à-dire qu'on va vous dire que la norme supérieure ici, c'est la Constitution. On est dans la confusion. C'est pourquoi j'ai dit la ratification va donc veiller à ce que la norme interne ou communautaire s'intègre dans la norme nationale, mais devient comment inférieure à la Constitution. Parce qu'au sein de l'État, il n'y a qu'une seule règle supérieure, c'est la Constitution. Maintenant, il y a un souci. Il peut arriver qu'il y ait une adéquation entre le traité et la Constitution. C'est-à-dire que la Constitution devient contraire au traité auquel on va adhérer.
Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va réviser la Constitution pour qu'elle s'adapte au traité, mais pour que le traité lui entre en vigueur au plan national, il devient inférieur à la... Une question à la Oui. À quel niveau il y a une confusion? À quel niveau? Une minute, madame, je viens vers vous. À quel niveau il y a eu incompréhension? Oui. C'est que quand l'État a appliqué un traité, Oui. alors le traité, alors cet État se soumet à traiter au plan international. Au plan international. Comment est-ce que au niveau national, le traité Vous avez résolu la question. Vous avez dit au plan international. La question est résolue. Ça voudrait dire que lorsque j'adhère à un traité, nous sommes dans cette salle, n'est-ce pas? Chacun est un État, vrai ou faux? Chacun est souverain, n'est-ce pas? Maintenant, si on décide que pour que la salle fonctionne bien, on l'ouvre à 7 heures, on lave à 8 heures, on la ferme à 14 heures et on la garde, le tour de garde à partir de 20 heures. Tout le monde adhère à ça, n'est-ce pas? Ça veut dire que si tu veux entrer dans cette salle, tu dois te conformer à ces règles, vrai ou faux? Maintenant, si tu n'entres pas, est-ce que la règle s'applique à toi qui es dehors? Et tu demeures un État, vrai ou faux? Tu demeures un État, vrai ou faux? Bien. Ça voudrait dire que lorsqu'un État va entrer au plan international, il sera dans l'obligation de s'arrimer aux règles, au plan commun. Maintenant, pour que la règle internationale s'applique au plan interne, parce que je vous ai dit qu'il y a une application à l'égard des parties qui sont les États, mais aussi à l'égard des tiers. Vous avez signé un traité là-bas au nom du Cameroun. Maintenant, comment faire appliquer ça aux Camerounais ici au plan national? Il faut intégrer cela dans l'ordre juridique commun interne. Dans l'ordre juridique interne, il y a une seule règle qui prime, une seule norme qui prime, c'est laquelle? À travers la ratification, on va l'intégrer au plan interne, mais elle sera inférieure à la, mais supérieure à la loi. Au plan interne. Au plan interne. Je dis bien au plan interne. Non, au plan externe, vous êtes soumis. Oui. Parce qu'au plan externe, vous allez abandonner votre souveraineté pour faire une communauté. Nous sommes d'accord? Mais au plan interne, il n'y a personne qui doit imposer à votre État un ensemble de règles, ce n'est vous-même. Maintenant, si on ratifie, les deux seront en harmonie, mais il va falloir une hiérarchie. Même si on ratifie la Constitution, même si on modifie la Constitution, il faut une hiérarchie. Et au plan interne, la hiérarchie SM, c'est la Constitution. Au plan interne. Oui. J'aimerais que vous me fassiez la démarcation de la différence entre la convention de traité et puis la Constitution. Bien. On rentre, n'est-ce pas, dans l'ouvrage du célèbre juriste autrichien Skelsel, dans ce ouvrage intitulé De la pyramide des normes. Il vous fait comprendre que la pyramide est claire au plan interne. Parce que ce que ça fait une pyramide au plan, la Constitution d'abord. Après la Constitution, viennent les traités et les conventions. Nous sommes d'accord? Après viennent les lois. Cela voudrait dire quoi? Cela voudrait dire que dans la pyramide des normes au plan commun national, il n'y a pas de norme supérieure à la Constitution. Ça n'existe pas. Même si la Constitution est contraire au traité, on va modifier la Constitution pour que ça s'adapte au traité. Mais une fois que le traité, lui, va entrer dans l'ordonnancement juridique interne, devient inférieur à la Constitution. Mais au plan externe, nos constitutions vont disparaître pour laisser passer la Constitution de la communauté. La question de la dame est en suspens, elle va l'oublier. Moi, je voudrais demander, c'est quoi la différence entre ratification et acceptation? J'aime cette question. La différence entre ratification et acceptation. Bien. Je vais l'expliquer de manière assez simple.
Lorsque vous acceptez une loi, d'accord, au plan international, vous êtes d'accord avec la dite loi. Le consentement à être libre. Vous consentez à la loi. Mais la ratification implique deux choses. En plus du consentement, il faut faire quoi? Vous pouvez approuver une loi sans toutefois la ratifier. Vous pouvez accepter une loi. Sur le cas du Cameroun, où le Cameroun reconnaît l'existence de la CPI, mais n'a pas ratifié le traité sur la CPI. Ça veut dire qu'aucun Français camerounais ne peut que traduire à la CPI parce que nous, on ne l'a pas ratifié. Même si on a accepté qu'elle existe comme étant une institution, je veux dire comment, internationale, régionale. Nous, on n'a pas ratifié cela. Accepter voudrait dire que vous reconnaissez une chose, mais qui ne va pas forcément s'appliquer à vous, parce que la ratification implique l'application. On peut aussi signer sans avoir ratifié. C'est pas possible. Dès que tu signes, tu t'engages. Ça veut dire que là, tu es en train de vouloir accepter que la chose s'applique à toi. On peut signer et puis faire comment? Voilà, on peut signer et puis ratifier. Ça veut dire qu'il y a un souci dans la signature. La signature a deux envergures. Ça veut dire que vous pouvez, c'est comme une fille. Vous appréciez une fille, mais elle ne peut pas être votre femme. Par exemple, vous pouvez aimer une fille de manière physique, c'est-à-dire qu'elle entre dans vos critères de femme, mais elle ne pouvait pas l'épouser en tant que femme, en tant qu'épouse. Voilà la différence entre l'acceptation et la ratification. Maintenant, vous pouvez commencer à cheminer avec elle. Elle vous invite, vous partez, parfois elle vient chez vous, peut-être même faire la cuisine, là c'est la signature. Nous sommes d'accord? Mais vous non, vous l'acceptez même pas qu'elle devienne votre femme. Ça veut dire que vous la laissez à vos copines. Elle peut être la copine pendant 100 ans, mais jamais ça votre femme. C'est ce que je dis, la signature. Je pense à comme la signature, le copinage. Sauf que maintenant, il faut, quand on a dit la signature, il faut bien expliquer. Parce que la signature peut impliquer directement la ratification. Donc, ça vous de nous montrer le cas. Vous avez dit que la signature a deux envergures. Il y a une signature, on parle de signature latente. Parce qu'on dit souvent que les États, souvent quand il y a les traités, signent. Oui, mais après, c'est cette signature-là qu'on appelle parfois adhésion ou acceptation. La ratification voulait dire intégration de la dite loi dans l'ordre juridique interne. Madame, je vous ai aidé? Ça va? Bien. Oui? La question est relative Et quelle chose? au droit de réserve. Au droit de? Réserve par ordre. Oui. Quelle heure? Ça va plus que de la formation de. Je passe la parole, je t'introduis. Vous voyez qu'il était important avant d'entrer dans les travaux pratiques que l'on questionne l'ensemble de ces éléments-là. Voilà. Oui. Je pensais que le régime juridique applicable au droit de réserve est rigide. Est rigide, en fait. Vous pensez? C'est que. D'accord. Voilà, c'est que prévu par la Constitution de Vienne. Oui. Est-ce que ce n'est pas une autre manière de biaiser un peu la sécurité des États? Aussi, ça va faire la différence entre la réserve et la déclaration. Vous veuillez reprendre votre question, s'il vous plaît. Vos camarades passés. La rigidité du régime juridique applicable au droit de réserve dans les traités internationaux n'est-elle pas une manière de restreindre et de limiter la sécurité des États? Bien. C'est la première question. D'accord. L'ensemble de vos questions, je vais passer la parole, n'est-ce pas, à mon frère et ami qui est là, le docteur, dans quelques jours, Franck Ngouba, qui aura la charge, n'est-ce pas, pour des questions suivantes, d'apporter un ensemble d'éclaircies. Il n'est pas là seulement pour meubler la salle, c'est quelqu'un sur qui on peut commenter en droit international. Certainement. Ok. Oui. Bien le bonjour à tout le monde. Voilà. J'ai arrivé depuis, je suis vraiment surpris et en même temps content
que nous avons une salle où ça interagit. C'est vraiment quelque chose de bien. Vous nous poussez à aller beaucoup travailler. Ça éloigne de nous également la paresse. Parce que si vous nous posez une question et qu'on n'arrive pas à répondre, ça va faire. Donc j'aime beaucoup ça. Ok? Bon, pour la question de la jeune demoiselle, il y a deux types de réserves. Il y a la réserve rigide, il y a la réserve souple. S'agissant de la réserve rigide, si vous lisez bien votre cours, le professeur vous a fait comprendre que donc, les États peuvent émettre des réserves, c'est ce qui va de leur droit, n'est-ce pas? Mais la réserve ne doit pas porter atteinte à la forme d'un État. La réserve ne doit pas porter atteinte à l'intégrité territoriale. Ça, ce sont les réserves rigides. Ça veut dire que là-bas, on ne discute avec personne. Ça veut dire que comme nous sommes ici dans cette salle, on représente des États. Si lors de la signature de notre traité, on a décidé le non-recours à la force sur la scène internationale, ça devient quoi? Une réserve rigide. Vous ne pouvez pas émettre une réserve sur ça. Les normes de jus cogères. Très bien, ça veut dire que vous lisez votre cours. Vous ne pouvez pas émettre une réserve sur ça. Quelque chose qui est rigide, ça veut dire que c'est quelque chose qui a une force obligatoire et une force exécutoire. Ce sont les effets du traité. C'était pour répondre à votre question. Alors, j'ai suivi les débats et surtout les débats sur l'individu. C'est quelque chose qui est vraiment d'actualité. Vous pouvez en être fier d'avoir insisté sur ça. Parce que même la doctrine internationale aujourd'hui est divisée. Si l'individu est un sujet de droit international, ou bien si l'individu peut être considéré comme un acteur du droit international. Mais ce qu'on retient de façon générale, c'est que l'individu est un sujet en devenir du droit international. Parce qu'avec tout ce que nous voyons sur la scène internationale, l'individu, à travers ce que le docteur a dit tout à l'heure, son statut ou bien la fonction qu'il occupe, impacte fortement sur la scène internationale. Monsieur, j'avais une seconde question. C'était de ça, on va faire la différence entre la réserve et la déclaration interprétative. La différence entre la réserve et la déclaration interprétative. La réserve, c'est quoi? La réserve, c'est le fait pour un État de mettre une restriction sur un dispositif ou bien sur un article. Je prends l'exemple. Lors de la signature de notre traité, si je suis arrivé en retard, je ne sais pas si le docteur vous l'a dit, le traité se présente deux parties. La première partie, c'est le préambule. La seconde partie, c'est le dispositif. OK? Maintenant, dans le dispositif, si nous avons tous décidé qu'il y a 20 articles, nous avons voté 20 articles, n'est-ce pas? Et maintenant, sur l'article numéro 19, l'État du Cameroun, par exemple, au moment de ratifier le traité, parce qu'il faut rappeler, et j'aimerais ajouter de l'eau au moulin du docteur, qu'il y a ce qu'on appelle la ratification parfaite et la ratification imparfaite. La ratification parfaite est ce qui s'applique dans les traités. Pour qu'un État ratifie un traité, il va falloir que le Parlement donne son approbation. C'est ça qu'on appelle la ratification parfaite. Est-ce qu'on se fait comprendre? Alors maintenant, Nous sommes très parfaitement. Je suis un peu beaucoup sensible. Quand vous parlez de l'action du gouvernement, vous parlez de la ratification que vous avez dit, la ratification parfaite. Le Parlement ne fait pas partie du processus même de la ratification. Le Parlement fait partie du processus de la ratification. Pour la signature ou la ratification du traité, on peut d'abord parler de négociation. Négociation, adoption, ratification. Oui, ce sont les trois étapes. Voilà. Maintenant, quand nous venons encore de parler de ratification parfaite,
fait, ça porte un peu confusion. Je peux vous comprendre. Je peux vous comprendre parce que le docteur vous a dit tout à l'heure que une fois qu'on a ratifié, le traité entre dans l'ordonnancement juridique interne de chaque État national. Est-ce qu'on se fait comprendre? Et vous ne pouvez pas intégrer une loi ou bien un traité dans l'ordonnancement juridique d'un État sans l'approbation du Parlement. Qui est quoi? Le pouvoir législatif. Ça va de soi. Est-ce qu'on se fait comprendre? C'est pourquoi, dans votre cours, il y a ça. On parle de la ratification parfaite et la ratification imparfaite. La ratification imparfaite, c'est que le Parlement n'a pas donné son approbation par rapport à un dispositif du traité. C'est là où je voulais répondre à votre camarade. Si le Parlement ne donne pas son approbation, l'acceptation, n'est-ce pas, l'État viendra émettre une réserve sur l'article 19. Est-ce qu'on se fait comprendre? Ça veut dire que l'article 1 jusqu'à l'article 18 et l'article 20 vont s'appliquer à l'État du Cameroun, mais l'article 19 ne pourra pas s'appliquer à l'État du Cameroun. C'est ça, émettre une réserve. Est-ce qu'on se fait comprendre? Voilà, maintenant qu'on parle de, vous avez dit quoi? Déclaration interprétative. Déclaration interprétative, ça entre dans la doctrine. Ça veut dire que nous avons un dispositif, nous avons, n'est-ce pas, un article, il faut interpréter cet article pour que l'État puisse mieux la comprendre. Est-ce qu'on se fait comprendre? Ça entre purement dans la doctrine. Est-ce qu'on se fait comprendre? Donc, ne soyez pas perdus quand je parle de ratification parfaite ou ratification imparfaite. Ok? Une fois que les États ont négocié, une fois qu'ils ont adopté, pour ratifier, les États, n'est-ce pas, doivent faire recours à leur pouvoir, parce qu'une fois que le Parlement a donné son approbation, n'est-ce pas, ce traité entre dans l'ordonnancement juridique interne. Et vous avez eu un débat tout à l'heure avec le docteur sur la place du droit international dans l'ordonnancement juridique. Je vais revenir également sur ça en disant que le droit international ou encore le droit communautaire, ils ont une primauté sur la norme interne, la norme nationale qui est la Constitution. Ça veut dire quoi? S'il y a un conflit de normes entre la Constitution et le traité, on va faire comment? Réviser la Constitution pour l'adapter au traité. Est-ce qu'on se fait comprendre? On révise la Constitution, on l'adapte au traité. Ça veut dire que le traité a une valeur générale et la Constitution a une valeur particulière. Est-ce qu'on se fait comprendre? Et maintenant, le général prime sur le particulier. Est-ce qu'on se fait comprendre? Mais maintenant, une fois donc qu'on a donc fait cela, dès qu'on insère ça dans l'ordonnancement interne, la Constitution est au-dessus de tout. Il a pris l'exemple de la pyramide des normes de Hans Kelsen, qui classe la Constitution au sommet. En dehors de la Constitution, selon Hans Kelsen, il n'y a pas une autre norme. Est-ce qu'on se fait comprendre? Interne, nous sommes dans le droit interne. Est-ce qu'on se fait comprendre? Donc, après la Constitution, il y a les traités et accords internationaux. C'est dans toutes les constitutions des États africains. Ça on ne discute pas. C'est dans la Constitution de tous les États. Au Cameroun, c'est notre article 45. Les traités, accords internationaux dûment ratifiés ont une autorité supérieure aux lois. Dûment ratifié. Quand vous allez lire votre constitution, si les parties des traités, accords internationaux, vous allez voir ratifier. La ratification. Ça veut dire que le Parlement doit donner son approbation. Oui. Si la loi du procédure a assez d'approbation, mais concernant la loi, le Parlement n'est pas obligé à ratifier. Le président. Oui, le président, vu qu'il est le représentant, quand on a parlé des négociations, on vous a présenté ceux qui bénéficient du Treaty Making Power. Le Treaty Making Power, nous avons le président, nous avons le premier ministre, nous avons le ministre des Relations extérieures, nous avons le chef de mission diplomatique. Voilà ces personnes qui bénéficient du Treaty Making Power, ceux-là qui sont habilités à négocier et à adopter les traités. Les traités, ce n'est pas n'importe qui. Est-ce qu'on se fait comprendre? Ce sont ces personnes-là qui discutent, n'est-ce pas, de l'avenir de l'État sur la scène internationale.
Est-ce Je qu'on vais se fait laisser, on va comprendre? laisser deux sujets Oui, comme on peut voir demoiselle. tout à l'heure. C'était par rapport à la déclaration de Oui. Vu que vous avez dit qu'il s'agissait d'interpréter le texte pour qu'il soit suffisamment clair. Oui. On va savoir, il est laissé à la charge des États eux-mêmes. Les États eux-mêmes. Reprenez un peu, je vous ai pas bien suivi. Je voudrais savoir si cette interprétation était laissée à la charge des États. Si c'était les États eux-mêmes qui pouvaient prendre. Oui, les États, c'est laissé à la charge des États, vu que nous sommes dans la conclusion des traités. Lorsqu'on parle de la conclusion des traités, la première étape, c'est la négociation. La négociation, chaque État vient avec la proposition du texte. Chaque État vient avec la proposition du texte. L'ensemble des États étudient la proposition du texte. Et si on se rend compte que l'un des dispositifs ou bien l'un des traités apportés par un État est contraire à la conscience internationale, il y a trois mécanismes qui entrent en jeu. Il y a les nouvelles écritures, il y a quoi d'autre? Les nouvelles écritures, vous ne disiez pas votre mot, il y a une production, lorsqu'on parle de votre premier chapitre sur la source conventionnelle, il y a le traité, il y a les nouvelles écritures, les contre-propositions, quoi d'autre? Et les nouvelles réaménagements. Est-ce qu'on se fait comprendre? Donc, si le traité que vous êtes venu avec, la proposition que vous êtes venu avec, est contraire à la conscience internationale, ou bien contraire aux constitutions des États présents lors de la signature du traité, on apporte des nouvelles écritures, des contre-propositions et des nouvelles réaménagements. Donc, ça veut dire que l'interprétation relève de la émane, n'est-ce pas, des États. Je pense que utiliser de manie, c'est-à-dire qu'on doit faire en sorte que l'interprétation soit unanime, c'est-à-dire tout le monde. L'interprétation le traité sur l'interdiction du 23 mai 1969 sur la définition que c'est un document nous aurons un document, ça veut dire que